L'alliance de l'OTAN fait face à un moment de vérité, non pas parce qu'elle est au bord du désastre, mais parce qu'elle est à l'aube d'un changement. Actuellement, les nations européennes cherchent à réveiller le géant endormi en renforçant leurs armées et en relançant rapidement leurs industries de défense. Les États-Unis revoient de vite leur rôle dans l'Alliance, créant de l'incertitude, se rapprochant des ennemis traditionnels de l'OTAN et poussant ses membres à assumer leurs responsabilités. Washington parlerait de fermeté bienveillante, mais beaucoup de dirigeants européens y verraient une coercition flagrante. Sur la trajectoire actuelle, les nations d'Europe redeviennent fortes, mais elles manqueront de temps pour y parvenir. Dans un mois, l'Europe pourrait profiter du soutien de Washington et dans 10 ans devenir une vraie superpuissance militaire. Mais d'ici là, l'Europe est plutôt exposée. Mais le vieux continent a un atout dans sa manche, un partenaire unique et crucial qui pourrait littéralement sauver l'Europe dans la tourmente. Le Canada n'est ni une puissance militaire, ni un acteur géostratégique majeur. Mais le Canada possède la seule chose dont l'Europe a désespérément besoin. Le Canada peut construire. Et avec les bons investissements, la bonne vision et le bon partenariat transatlantique, le Canada peut construire pour l'Europe un arsenal que même Vladimir Poutine n'oserait défier. Si le Canada et les nations européennes de l'OTAN jouent quand bien leurs cartes, ils peuvent devenir beaucoup plus forts ensemble, sans dépendre de Washington, ce que de nombreux dirigeants regrettent aujourd'hui. C'est une proposition risquée nécessitant une refonte totale de la sécurité transatlantique. Mais l'Europe et le Canada pourraient en tirer d'extraordinaires récompenses. La curieuse dépendance de l'Europe. Le 29 décembre 1940 fut l'un des jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen. La France était tombée, la Grande-Bretagne subissait un siège indéfini, l'Axe prenait de l'ampleur. Cette nuit-là, les bombes allemandes provoquèrent le second grand incendie de Londres. Pendant que la ville brûlait, le président américain Franklin Delano Roosevelt s'adressa à sa nation, qui n'était pas encore en guerre mais commençait à comprendre que cela pourrait arriver bientôt. Dans son discours ce soir-là, Roosevelt décrivit les États-Unis d'une façon inédite pour ses citoyens. L'Amérique était l'arsenal de la démocratie, elle avait le savoir-faire, la puissance industrielle, la volonté pure de fabriquer des armes à une échelle que peu d'autres nations pouvaient les mêmes imaginer. Quand les États-Unis fabriquaient et envoyèrent des armes à leurs alliés, elles étaient des instruments de liberté, pas seulement de guerre. Près d'un siècle plus tard, l'arsenal de la démocratie existe toujours dans notre vie moderne. L'Amérique est la première superpuissance militaire du monde, possédant des systèmes d'armes et des machines de combat sans égal. Ses alliés proches en Europe, dans l'Indo-Pacifique et au Moyen-Orient profitent de liens militaires et diplomatiques forts. Avec un soutien militaro-industriel à la hauteur, les systèmes de missiles américains, les véhicules blindés américains et les avions américains de haute technologie constituent la pierre angulaire des forces armées. De la Grande-Bretagne à la Corée du Sud, de l'Australie à Israël et du Japon à l'Allemagne. En apparence, c'est une proposition risquée. L'Amérique conçoit, produit et contrôle les chaînes d'approvisionnement, pouvant ainsi tout retirer en théorie. Pourtant, les autres nations l'acceptent, parce que l'Amérique avait prouvé et continuait de prouver qu'elle était un partenaire stratégique qui privilégiait la stabilité et la cohérence pour ses alliés. Avant tout, les engagements de l'Amérique ne changeront pas simplement avec l'arrivée de nouveaux présidents de partis opposés dans le bureau ovale toutes les quelques années. Les États-Unis dirigèrent le monde occidental en politique étrangère, assumant ce rôle, tout en garantissant l'inclusion de leurs alliés dans les décisions futures. Aujourd'hui, cependant, ce n'est plus le cas. L'article 5 de l'OTAN ou la garantie d'une défense américaine de Taïwan ne sont plus des absolus géopolitiques sous la direction actuelle. Washington cesse de financer l'Ukraine après des années de soutien pour ensuite se tourner vers l'OTAN et menacer d'envahir le Groenland ou d'annexer le Canada. Là où Washington rejetait autrefois ouvertement les gouvernements autocratiques à travers le monde, aujourd'hui il conclut des accords sur les droits miniers et accepte des cadeaux somptueux pour le commandant en chef. Autrefois, Washington collaborait avec ses alliés européens pour renforcer la défense du continent. Aujourd'hui, les dirigeants menacent de négliger l'engagement de défendre les pays de l'OTAN si ceux-ci ne dépensent pas comme Washington le souhaite. Un observateur occasionnel pourrait attribuer ces changements au président américain, mais les alliés ont compris que Donald Trump est à la fois un homme et un mouvement. Il ne dirigera pas toujours les États-Unis. Mais ce mouvement, ou un autre similaire, pourrait encore bouleverser l'équilibre avec les alliés de l'Amérique. Ainsi, les alliés américains, surtout en Europe, ont commencé à examiner leurs arsenaux avec un sentiment de catastrophe imminente. Après des décennies d'interdépendance, les États-Unis et l'Europe disposent de nombreux leviers économiques et diplomatiques mutuels. Pour l'industrie militaire, la relation entre les États-Unis et l'Europe reste essentiellement à sens unique.
De nombreuses nations riches et puissantes d'Europe dépendent du matériel militaire américain et la plupart comptent sur un commandement OTAN dirigé par les États-Unis pour leurs engagements militaires mondiaux. Mais alors que cette relation était autrefois le summum du confort, permettant aux budgets et aux usines européens de se concentrer pleinement sur leurs économies en temps de paix, elle est désormais devenue le plus grand des handicaps. Aussi grave que le problème paraisse, nous pouvons assurer qu'il est pire encore. Une fois que vous examinez les détails, vous voyez que les armées européennes sont actuellement en phase de croissance, même si le continent est particulièrement amer quant à la raison de cette croissance. Les nations européennes de l'OTAN, à l'exception de l'Espagne, se sont engagées à consacrer 5% de leur PIB à la défense d'ici 2035 et déjà, les capitales européennes dépensent chaque année plus de 50% de plus pour la défense qu'en 2022. La première année de l'invasion russe de l'Ukraine. Les dirigeants européens préféreraient dépenser cet argent dans du matériel fabriqué en Europe. Et pour être juste, l'Europe dispose effectivement de nombreux équipements militaires de haute qualité parmi lesquels choisir. Dans les airs, les chasseurs européens de 4e génération comptent parmi les meilleurs au monde. Que ce soit l'Eurofighter, le Rafale ou le Gripen, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Norvège et d'autres pays fabriquent aussi d'excellents navires. Tandis que sur Terre, des équipements comme la série de chars Léopard allemand et le canon de César français sont réputés pour exceller en recherche et développement. Les entreprises européennes comptent parmi les toutes meilleures. Le continent accueille 2 programmes de chasseurs de 6e génération, ses systèmes de défense aérienne avancés et ses intérêts croissants pour la guerre par drone sont très prometteurs. Mais ces technologies sont inutiles si l'Europe ne peut produire son matériel militaire assez vite. Le continent prévoit de dépenser des centaines de milliards d'euros chaque année, et ce pour un avenir prévisible, dans l'achat d'armes. Mais son industrie de défense n'est pas assez développée pour accepter et honorer d'aussi grands contrats. D'ici la fin de 2026, par exemple, la France produira 12 canons César et peut-être 3 chasseurs Rafale chaque mois. L'Allemagne peut construire ou moderniser environ 10 chars Léopard par mois. Chaque pays européen spécialisé dans la construction navale ne produit que quelques navires de guerre ou sous-marins par an. Vu la vitesse à laquelle l'Europe tente de dépenser, elle devra bâtir de nombreuses usines, recruter et former des équipes complètes et restructurer les économies régionales dans plusieurs pays simultanément. Mais l'Europe n'a pas ce temps. Pendant ce temps, l'Amérique observe, attend, juste de l'autre côté de l'Atlantique, heureuse d'accepter des commandes que l'Europe passait autrefois avec plaisir. Sauf que maintenant, l'Europe est bien plus consciente de toutes les conditions qui y sont attachées, signées avec Washington aujourd'hui. Et l'Europe accepte l'influence continue de l'Amérique sur ses nombreuses armées pour les décennies à venir, prenez le F-35 par exemple. Ce chasseur restera en service dans les armées européennes au moins jusqu'à la fin des années 2050 et sera l'épine dorsale de plusieurs grandes forces aériennes durant cette période. Cela implique que les livraisons américaines de pièces, les mises à jour logicielles et l'assistance seront essentielles pour maintenir ces avions opérationnels. Certes, certains pays européens commencent déjà à s'éloigner du F-35 pour cette raison précise, mais le problème est bien plus vaste qu'une seule machine de combat. Passer toute commande auprès des États-Unis pour les types de matériels militaires essentiels que l'Europe doit acquérir. Et les nations européennes se lient à un Washington de plus en plus imprévisible. Notez à quel point la relation entre les États-Unis et l'Europe a changé depuis janvier 2025 et imaginez son évolution dans les prochaines décennies. Dans le pire des cas, l'Europe possède la technologie nécessaire pour combler seule la plupart de ses lacunes capacitaires. Mais au final, la technologie ne compte pas si vous n'êtes pas capable de la construire. En résumé, l'Europe a besoin d'un héros, et c'est là que le Canada entre en jeu. Retroussons nos manches, allons jusqu'au cœur du problème militaro-industriel de l'Europe. Et tout converge autour d'une question clé. Qu'est-ce qui compte le plus ? L'Europe doit-elle surtout développer une industrie de défense locale et solide pour produire et entretenir son propre matériel militaire ? Ou est-il plus important que l'Europe se réarme dès maintenant par tous les moyens nécessaires pour garder l'Amérique relativement proche et dissuader la menace russe sur son flanc oriental ? Les dirigeants européens ont apparemment décidé. Ils développeront leurs industries de défense dès que possible, mais le réarmement est urgent. Si le continent ne peut tout avoir, il faut garantir une Europe libre et unie. Dans 10 ou 20 ans, on pourra se préoccuper de la dépendance aux armes américaines. Le Canada pourrait être la seule nation capable d'offrir à l'Europe une 3e voie pour sortir de ce chaos. Il est, avec les États-Unis, le second membre nord-américain de l'OTAN. L'OTAN, les Five Eyes et divers partenariats économiques et stratégiques illustrent la relation étroite du Canada avec l'Europe depuis des années. En fait, ces liens sont devenus si étroits que,
Début 2026, pas moins de 48% des Canadiens ont exprimé leur soutien à l'adhésion à l'Union européenne, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Bien que Bruxelles ait très aimablement fait remarquer que, techniquement parlant, l'adhésion du Canada à l'UE est impossible. L'essentiel est que le Canada et l'Europe veulent être partenaires, d'autant plus que tous se sont sentis délaissés par l'attitude de Washington au cours de l'année écoulée. Et s'il y a bien une chose que le Canada peut offrir à ses alliés européens, c'est la capacité industrielle considérable de l'économie canadienne. Le Canada est loin d'être un véritable acteur militaire sur la scène mondiale, et même s'il dispose d'une recherche et développement militaire respectable, celle-ci est principalement liée à des partenariats de défense internationaux. Cependant, l'industrie manufacturière civile du Canada reste dynamique, contrairement à celle de nombreuses autres nations occidentales et riches. De nos jours, le Canada abrite d'immenses usines d'automobiles et de pièces détachées, et il fabrique des machines complexes, des navires et des avions commerciaux. Le pays possède de grandes aciéries, traitant plus de 10 millions de tonnes par an, c'est l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole et de gaz, et il est aussi rompu aux technologies de pointe comme les véhicules électriques, la robotique et la fabrication avec intelligence artificielle. Mieux encore, le Canada souhaite vraiment produire plus qu'il ne le fait actuellement. Le pays met les bouchées doubles pour développer son industrie manufacturière et investit massivement pour assurer une chaîne d'approvisionnement géopolitiquement stable. Il considère un retour à l'industrie lourde comme un moyen de revitaliser de vastes régions du pays et il estime que l'industrie de la défense, en particulier, est le moyen idéal d'y parvenir. En 2025, le gouvernement canadien a exprimé son souhait de plus que doubler son secteur de la défense nationale, où le pays compte déjà environ 600 entreprises. Ce doublement de la capacité du Canada vise principalement à servir ses propres forces armées, mais le Canada a la capacité de faire bien plus que cela. Actuellement, la capacité de production du pays dépasse tout simplement le nombre de commandes reçues, que ce soit pour l'armée canadienne, le secteur civil canadien ou mondial, ou tout autre domaine. Et ce n'est pas parce que le Canada ne produit pas beaucoup de technologies militaires aujourd'hui qu'il ne peut pas opérer ce changement. Les entreprises de défense du pays sont impliquées dans différents types de travaux dans l'ensemble du secteur de la défense, d'une manière qui laisse penser qu'Ottawa pourrait passer assez rapidement à une production d'armes à grande échelle et à haute technologie. Son industrie maritime maîtrise la construction de navires de guerre et a livré des milliers de véhicules blindés LAV-3, principalement pour l'armée américaine, où une version modifiée s'appelle Stryker. Le pays produit aussi des fusils, munitions, obus d'artillerie et drones de qualité grand public. Il peut fabriquer des pièces d'avions spécialisées, du matériel de surveillance, des capteurs, des équipements de communication et divers autres matériels. Il serait bien plus difficile de lancer cette production si le Canada devait repartir de zéro. Ottawa collabore régulièrement avec les grandes entreprises de défense européennes et américaines. Et en décembre 2025, il est devenu le premier pays non européen à rejoindre un important fonds de défense de l'Union européenne appelé SAFE. À ce stade, on peut imaginer qu'il ne sera pas difficile de comprendre le cœur de notre argument. L'Europe a besoin de chaînes de production qu'elle n'a pas le temps de construire, et l'Europe a besoin de nouveaux équipements militaires qu'elle n'a pas le temps de produire. Le Canada dispose d'une immense capacité industrielle, souhaite développer son secteur industriel de la défense et est déjà en discussion pour collaborer avec l'Europe sur une base plus limitée. Coopérer dans ce but. Le gouvernement actuel du Canada comprend l'ampleur des dépenses industrielles militaires qui arrivent en Europe, soit environ 1 250 milliards d'euros rien que pour les 5 prochaines années. Actuellement, le Canada se concentre sur la collaboration au sein de l'industrie actuelle avec des entreprises et partenariats prêts à intensifier leurs opérations et à renforcer leurs liens avec les gouvernements européens et les corps de défense. Pourquoi s'arrêter là quand le Canada peut devenir l'arsenal de l'Europe ? Bien sûr, nous ne prétendons pas que le Canada pourrait produire instantanément le matériel militaire nécessaire à l'Europe. Cette transition demanderait beaucoup de temps et d'investissement importants, et rassurez-vous, nous allons parler en détail de ces deux problèmes dans un instant. Mais le Canada peut développer l'industrie de la défense dont l'Europe a besoin beaucoup plus rapidement que l'Europe elle-même. Contrairement à l'Europe, le Canada dispose déjà de capacités de production disponibles, d'infrastructures et de la main-d'œuvre. En général, cette main-d'œuvre est bien plus prête à soutenir l'expansion rapide de son industrie de défense que celle de la plupart des pays européens. Il dispose des matières premières et des capacités de traitement pour soutenir cette industrie à bon prix. Il faut reconnaître que les dirigeants européens tiennent aujourd'hui un discours sur la défense bien plus convaincant que depuis des générations. Mais comme les entreprises de défense européennes ont essayé de le souligner, ces mêmes dirigeants semblent moins intéressés par le travail difficile de construire ou, à ce stade, de préparer leur pays à construire à grande échelle. Le Canada, en revanche, est prêt depuis toujours.
Et si l'Europe veut que le Canada construise du matériel européen, il lui suffit de signer un très gros chèque et de donner le feu vert au Canada. Animaux fantastiques et leur construction. Bon, à ce stade de la vidéo, nous serons les premiers à admettre que la proposition que nous avons exposée pour le Canada et l'Europe est très abstraite. Se contenter de souligner que le Canada pourrait construire plus de matériel que l'Europe à un moment où le Canada veut construire et l'Europe veut acquérir du matériel est loin d'être une véritable proposition industrielle de défense. Pour cette raison, il est grand temps que nous entrions dans les détails. Que devrait construire le Canada, comment optimiser son industrie de défense et qu'est-ce que l'Europe accepterait vraiment d'acheter ? Dans les grandes lignes, les atouts du Canada ne seront pas exploités au mieux si Ottawa essaie simplement de concevoir et de fabriquer son propre équipement de toutes pièces. Le Canada et l'Europe y gagneraient bien plus autrement. Grâce à des partenariats, les entreprises européennes fournissent les plans, aident à installer les chaînes de production et forment le personnel. Ainsi, le Canada peut produire des copies de ces modèles à des cadences plus élevées que ce que l'Europe pourrait égaler. Le Canada n'a pas non plus besoin de se concentrer sur la production des équipements les plus avancés technologiquement, ni d'assumer l'entière responsabilité de la fabrication d'un matériel que l'Europe produit également. Arrêter les chaînes de production européennes, pour quelque raison que ce soit, serait actuellement une mauvaise décision pour le continent. Et la capacité du Canada à fabriquer rapidement beaucoup de matériel important disparaît. Si la main-d'œuvre doit passer des mois ou des années à s'adapter à des emplois hors de ses compétences principales. Le Canada peut maximiser son impact en se concentrant sur 3 tâches simultanément. Premièrement, le Canada peut ouvrir de nouvelles chaînes de production pour fabriquer d'importants modèles européens qui ne sont actuellement pas produits assez rapidement. Le Canada peut aussi se concentrer sur les modèles européens plus rapides à produire à grande échelle, soit en raison d'un chevauchement entre le matériel européen et ce que le Canada fabrique déjà, soit parce que les modèles sont moins complexes ou exigeants industriellement que ce que fabrique déjà le Canada. Et enfin, le Canada peut miser fortement sur le besoin de composants spécifiques produits en masse, de pièces de rechange et de munitions, là où l'industrie canadienne est plus flexible. Et les gouvernements européens ont déjà été trop lents à prendre les choses en main. Quant au matériel spécifique que le Canada est prêt à produire, commençons par le domaine maritime, où la construction navale représente un défi tout aussi important pour les nations européennes. Quant à tout pays qui ne s'appelle pas la Chine, la Corée du Sud ou le Japon. Globalement, le Canada a une capacité un peu supérieure à la plupart des nations maritimes européennes, plus riches pour construire des navires de guerre. Mais cela ne signifie pas que le Canada construit plus de navires. Il serait aussi difficile, d'un point de vue logistique, pour le Canada de commencer à produire de nouveaux navires pour l'Europe. Le principal chantier naval du pays pour les navires de combat, à Halifax, sera très occupé pour les prochaines décennies. Il construit un total de 15 destroyers de classe River avec la marine canadienne. À terme, le Canada pourrait développer sa construction navale et se concentrer sur les grands navires de guerre de surface difficiles à produire pour l'Europe. Mais pour cet épisode, nous devons prêter attention au calendrier de l'Europe. L'Europe peut construire de nouveaux chantiers navals à partir de zéro, tout comme le Canada pourrait le faire, mais ni l'Europe ni le Canada ne peuvent accomplir cette tâche rapidement. Au lieu de cela, le Canada peut mieux utiliser sa capacité industrielle dans le domaine naval en se tournant vers la satisfaction des besoins en matière de technologie de drones maritimes. L'Europe renforce déjà ses capacités avec un partenariat entre la Pologne, la Norvège et l'Ukraine pour fabriquer prochainement des drones maritimes ukrainiens. Huntington Ingalls Industries au Royaume-Uni va doubler la taille de son site à Portchester pour fabriquer des véhicules sous-marins sans pilote. Mais il y a ici un écart assez important entre ce dont l'Europe aura besoin à l'avenir et ce qu'elle prévoit de construire. Les experts en guerre par drone du monde entier tirent la sonnette d'alarme. Les drones maritimes, qu'ils soient à la surface de l'eau ou en profondeur sous les vagues, vont être particulièrement importants dans les décennies à venir. Pas juste pour les attaques kamikazes, mais aussi pour la logistique, la chaîne d'approvisionnement, la reconnaissance sous-marine, etc. Le Canada a actuellement l'opportunité de s'impliquer tôt dans la guerre navale par drone, non seulement pour s'aider et aider l'Europe, mais aussi pour rivaliser avec les États-Unis. Des entreprises américaines comme Saronic, Cydrone, Anduril et d'autres travaillent à percer dans le domaine de la guerre navale, ce qui pourrait être un autre secteur où les États-Unis dominent le marché de la défense pour les nations occidentales. Mais déjà, l'industrie privée canadienne est dans une position particulièrement favorable pour rattraper son retard. Le Canada ne compte pas d'entreprises spécialisées dans les drones navals, mais son industrie civile de drones océaniques et sous-marins est florissante. De nombreuses entreprises produisent et conçoivent déjà des drones aquatiques à grande échelle. Puisque le Canada peut construire de grands navires, il peut aussi produire de nombreux brise-glaces pour l'Europe, comblant un vide que peu de nations, à part les pays scandinaves, sont prêtes à combler elles-mêmes.
Au Canada, la capacité de fabriquer des copies de matériel aérien européen, surtout des avions de chasse, est nettement supérieure. Les 3 principaux avions de combat actuellement fabriqués en Europe sont l'Eurofighter, le Rafale et le Gripen, et aucun de ces avions n'est produit à un rythme réellement soutenu. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la France peut produire au mieux 3 copies ventrant du Rafale par mois, tandis que les chaînes de production de l'Eurofighter s'estiment heureuses. Si 2 appareils sont produits par mois, la Suède et ses partenaires brésiliens atteindront bientôt 3 Gripen par mois. Mais même ainsi, ce n'est pas la capacité dont l'Europe aurait besoin pour compenser les pertes lors d'un futur conflit majeur. Concernant l'aide possible du Canada, il serait sans doute préférable que l'Eurofighter demeure un projet européen. Son processus d'approvisionnement et de production est déjà très désordonné, et l'un des pays les plus essentiels au programme Eurofighter, l'Allemagne, est aussi la nation européenne qui possède de loin la plus grande capacité à développer son secteur industriel militaire. Le Gripen, cependant, c'est une toute autre histoire. La Suède a déjà montré sa volonté de faire fabriquer des Gripen à l'étranger, notamment au Brésil. Et le Canada envisage justement d'équiper sa propre flotte aérienne avec des Gripen en ce moment, comme alternative ou complément aux F-35 américains. On s'attend également à ce que l'Ukraine ait besoin de jusqu'à 150 exemplaires de ce chasseur, qu'elle voudra acquérir aussi rapidement que possible, pour contrer les menaces venant de la Russie. Ce qui signifie que l'entreprise suédoise Saab a toutes les raisons du monde de s'associer avec le Canada, d'ouvrir de nouvelles chaînes de production et de laisser le Canada garder une partie des premiers avions qu'il construit lui-même. En fait, Saab a déjà proposé cette idée, suggérant qu'elle pourrait créer près de 13 000 nouveaux emplois au Canada par la même occasion. Le Rafale, fabriqué par la société française Dassault, devient lui aussi international. L'Inde ouvrira très bientôt ses propres chaînes de production. La production du Rafale accuse un important retard alors que sa popularité mondiale augmente. Dans chaque cas, le Canada était le candidat idéal pour accueillir de nouvelles chaînes de production délocalisées. Non seulement parce que cela permettra une construction et une livraison plus rapide de ces avions, mais aussi parce que cela libérera de l'espace en Europe. Lorsque viendra le moment de passer à la production des avions de chasse de nouvelle génération, Dassault en France et Saab en Suède sont chacun en train de concevoir des avions de nouvelle génération qu'ils pourraient tout simplement décider de construire eux-mêmes. Et s'ils peuvent honorer leurs commandes existantes plus rapidement, ils auront beaucoup plus de facilité à passer à de nouveaux modèles le moment venu. Le Canada possède aussi des atouts pour la production d'avions autres que de combat. La société Bombardier produit plusieurs types de jets d'affaires à très long rayon d'action, y compris une gamme qui a déjà été intégrée dans le GlobalEye suédois, un avion de surveillance et de contrôle aéroporté qui est très demandé par les forces aériennes du monde entier. Zentu est un avion que la Suède a aussi proposé de construire au Canada. Le pays fabrique des équipements de surveillance aérienne. Il accueille une filiale nationale du motoriste Pratt & Whitney et elle dispose de chaînes de production mondiale pour plusieurs types d'avions. Le Canada ne fabrique pas aujourd'hui de modèles facilement adaptables en ravitailleurs, en vol ou avions de transport stratégique, pourtant très recherchés par les nations européennes. Le Canada a toutefois la possibilité d'ouvrir des chaînes de production pour un autre modèle étranger, cette fois-ci non pas venu d'Europe mais du Brésil. Il s'agirait du C-390, un avion de transport bimoteur à réaction qui occupe une position intermédiaire entre un véritable avion de transport tactique et un véritable avion de transport stratégique. Il est très performant, il peut être converti en ravitailleur en vol et il est extrêmement populaire. Mais au rythme actuel, le Brésil ne peut pas construire le C-390 aussi rapidement que d'autres pays peuvent en passer commande. Le pays espère pouvoir en fabriquer 12 ou plus par an d'ici 2030. Mais comme Saab et Dassault, la société brésilienne Embraer pourrait vraiment bénéficier de l'ouverture de nouvelles lignes de production ailleurs. Embraer envisage de construire le C-390 au Portugal. Mais un Canada disposé à prendre en charge la production d'avions étrangers pourrait être un bien meilleur choix, tant en capacité de production qu'en expertise aérospatiale déjà existante. La guerre terrestre est sans doute le domaine où le Canada pourrait avoir le plus d'impact. L'Europe dispose toujours de conceptions d'équipements de qualité. Nous avons déjà mentionné des chars comme la série Léopard de l'Allemagne, ou des pièces d'artillerie mobile comme le César français ou le PZH 2000 allemand, alors que l'Allemagne peut produire 110 PZH 2000 et 60 chars Léopard par an, et la France des chiffres similaires, le diable se cache dans les détails. L'OTAN doit produire des obus d'artillerie bien plus rapidement qu'actuellement, même si les États-Unis augmentent efficacement leur production. Les munitions figurent parmi les domaines où l'Europe refuse de dépendre de Washington, surtout si l'engagement des États-Unis envers ses partenaires européens suscite des doutes. Le type d'obus le plus demandé est le standard OTAN de 155 mm.
Et bien que le Canada ne produise actuellement que quelques milliers d'obus par mois, c'est un équipement que le pays pourrait fabriquer en bien plus grande quantité, avec relativement peu de temps nécessaire pour augmenter la production. La véritable question, c'est l'investissement. Le Canada a déjà la technologie et l'expertise pour résoudre le problème de production d'obus en Europe. Et en envoyant une somme d'argent considérable à Ottawa, l'Europe peut être certaine que le travail sera accompli. C'est pareil pour d'autres pièces détachées, problème mis en évidence par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lors d'une guerre terrestre d'usure, le matériel s'abîme vite. Les canons d'artillerie doivent être changés après quelques milliers de tirs. Les mécanismes de recul ne durent pas. Percuteurs et chenilles s'usent de fortement. Et les pays qui ne peuvent pas suivre le rythme du besoin constant de remplacement sont forcés de regarder leur artillerie se mettre hors de combat d'elle-même. Dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni, où il existe déjà des chaînes de production pour chars, artillerie, lance-roquettes et véhicules blindés. Il est plus facile d'étendre ces chaînes de production pour y produire davantage d'exemplaires que de repartir de zéro au Canada. Mais le Canada peut faciliter cette tâche en évitant aux fabricants européens de devoir produire un excès de certaines pièces détachées spécifiques. Il est bien plus simple d'apprendre à fabriquer, par exemple, un canon de char que de construire tout le char. Le Canada pourrait ici facilement lancer des chaînes de production, puis augmenter vite la production. Certaines entreprises canadiennes se préparent déjà à ce type de travail. Elles vont relancer la production de canons d'artillerie lourde et ouvrir de nouvelles chaînes d'obus au Canada grâce aux investissements existants. Et tout comme le Canada pourrait le faire pour l'artillerie et les véhicules blindés lourds, il pourrait aussi le faire pour d'autres types d'équipements militaires terrestres qui doivent être réapprovisionnés rapidement et en permanence. Les systèmes de défense aérienne en particulier se distinguent. Les systèmes de défense SAMP-T et IRIS-T sont déjà produits en Europe, et le continent développe l'initiative Sky Shield et d'autres efforts pour protéger son espace aérien. Mais les intercepteurs sont une toute autre affaire. Le SAMP-T fait face à des pénuries chroniques et critiques d'intercepteurs, et la situation de l'IRIS-T n'est des guères meilleure. Mais encore une fois, il est beaucoup plus facile d'ouvrir de nouvelles installations de production dans des pays tiers pour fabriquer des intercepteurs que de construire l'ensemble du système de défense aérienne. Le Canada pourrait aussi gérer la production de masse de drones aériens sans pilote, technologie que la guerre en Ukraine a révélée essentielle pour les conflits terrestres. Pour illustrer l'importance des drones, des sources militaires occidentales estiment qu'aujourd'hui, 87% des pertes au combat en Ukraine sont directement attribuables aux systèmes sans équipage. L'Europe commence à peine à développer ses capacités en drones sans pilote et n'a quasiment aucune capacité à soutenir une industrie des drones axée sur les startups et adaptable comme celle créée par l'Ukraine. Le Canada est particulièrement bien équipé pour fabriquer à grande échelle des drones relativement simples mais très fonctionnels. Le Canada, étant une seule nation et non des dizaines, peut plus facilement lever les obstacles administratifs freinant la production de drones qui a tant aidé l'Ukraine. En parlant de l'Ukraine, le Canada a également la possibilité de s'associer directement avec Kiev dans un avenir proche, en adaptant les conceptions d'armes ukrainiennes et en apprenant à les produire à grande échelle. L'Ukraine a récemment commencé à s'ouvrir aux accords d'exportation, une première depuis le début de la guerre. Pour l'instant, ils concernent surtout l'industrie européenne, et ce pour de bonnes raisons. L'Ukraine cherche à renforcer ses liens avec les nations européennes et leur industrie militaire pour préparer l'Europe au combat. Ainsi, l'Ukraine n'aura pas à gérer seule les conflits futurs, et elle deviendra elle-même plus indispensable pour ses partenaires européens. Mais si le partenariat avec les nations européennes est bénéfique pour l'Ukraine sur le plan géopolitique, c'est le Canada qui pourrait intervenir et répondre aux besoins de l'Ukraine. En termes de production pure, il est avantageux pour l'Ukraine, le Canada et les clients potentiels en Europe de se laisser guider par la demande. Et pour les nations européennes d'identifier quelle partie de l'arsenal ukrainien adapter et à quel rythme. Une fois ces décisions prises, l'Europe pourra alors évaluer la fabrication rapide de matériel ukrainien, plutôt que d'apprendre à le produire en interne. Le Canada est le partenaire idéal pour accélérer la production, tout en limitant les pertes liées à la souveraineté industrielle de la défense. Dans tous ces domaines, le Canada a déjà démontré sa volonté de s'engager davantage. La collaboration avec les partenaires européens a été facilitée par l'enthousiasme de l'Europe à accueillir le Canada. En décembre 2025, l'Union européenne a accepté de permettre au Canada de rejoindre le programme Action de sécurité pour l'Europe de 150 milliards d'euros, faisant du Canada la première nation non européenne à y participer. Avec cet accord, le Canada pourra cofinancer des initiatives de défense et soumissionner à des contrats pour fournir l'Union européenne.
En juin 2025, le Canada et l'Union européenne ont conclu un partenariat de sécurité et de défense, visant à intégrer le Canada dans diverses coopérations industrielles en défense. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le Canada manifeste clairement un grand intérêt à devenir un partenaire plus proche de l'Europe. Et tant le Canada que l'Europe cherchent à réduire la présence des États-Unis dans leur base industrielle de défense autant que possible. Ottawa et Bruxelles se sont longtemps regardés avec envie de l'autre côté du bar, et ils se sont déjà levés pour entamer une conversation. Il ne reste plus qu'à accepter de danser. Avant de poursuivre, prenons un instant pour évoquer un sujet important pour notre équipe à Warfront. C'est notre service d'abonnement premium Front Stockco. Chez Front, notre équipe va encore plus loin dans les conflits mondiaux, la géopolitique et les influences cachées qui façonnent notre monde. Les abonnés Front ont un accès exclusif à 2 épisodes premium par semaine et à tout notre catalogue d'articles écrits par des journalistes primés et des experts internationaux. Un abonnement coûte seulement 5$ par mois ou 50$ par an et nous aide à rester indépendants tout en développant nos contenus gratuits sur YouTube. Pendant que vous consultez Front, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter par email bi-hebdomadaire Warfronts Weekly, totally free, pour recevoir des mises en à jour régulières et suivre toutes les histoires en évolution que nous surveillons. Découvrez Front Stockco et inscrivez-vous à Warfronts Weekly. Merci à ceux déjà abonnés. Reprenons. Ce qui vaut pour l'un. Maintenant, ce n'est pas parce que quelque chose peut arriver que cela doit forcément arriver. Et c'est aussi vrai ici qu'ailleurs. Ce n'est pas parce que le Canada peut combler le vide pour l'Europe et ajouter la capacité industrielle militaire dont l'Europe a besoin que cela garantit que c'est l'option la plus favorable pour les deux parties. Alors maintenant que nous comprenons ce que le Canada et l'Europe pourraient m'en faire l'un pour l'autre, il vaut la peine de discuter pourquoi cela pourrait être une proposition gagnant-gagnant. Nous allons commencer par le Canada, où l'un des plus grands problèmes auxquels l'économie du pays est actuellement confrontée est celui que nous avons déjà mentionné. Le Canada a la capacité de fabriquer à une échelle vraiment massive, que ce soit pour la défense ou pour autre chose, mais il peut produire plus que ce qu'on lui demande actuellement. La capacité industrielle canadienne qui existe déjà est en partie gaspillée. Une partie entière de l'économie canadienne, où il y a clairement un potentiel de prospérer et même de se développer avec le temps, commence au contraire à dépérir. En fait, début 2025, le secteur manufacturier réel du Canada a diminué jusqu'à devenir plus petit que celui de l'Irlande. Ce n'est pas un problème de capacité, mais de bureaucratie et de demande décroissante. L'industrie européenne de la défense tente de l'expliquer aux dirigeants européens depuis des années. Soit les pays peuvent quand même mettre la main à la poche et commencer réellement à passer des commandes pour de nouveaux équipements militaires, soit ils devraient arrêter de crier sur le secteur privé au sujet de la nécessité de produire. Pour le Canada, le boom des dépenses de défense en Europe pourrait être le coup de pouce dont tout le secteur manufacturier canadien a besoin. Le taux de chômage national dépasse largement les 6%. L'industrie manufacturière a été durement touchée. Des dizaines, voire des centaines de milliers de travailleurs compétents et motivés souhaitent s'impliquer. Si seulement la demande suffisait à rouvrir des usines ou créer de nouvelles chaînes de production. C'est là qu'entre en jeu l'Europe, surtout l'industrie de la défense européenne. Avec d'importants investissements étrangers et un peu de temps, le Canada pourrait directement résoudre ce problème. Et une fois la machine lancée, le Canada aurait beaucoup à gagner en devenant le nouveau grand partenaire de défense de l'Europe. D'une part, quand l'industrie se porte bien, c'est une dynamique qui a tendance à se maintenir. Les investissements existants et fructueux en attirent de nouveaux, la création d'emplois en entraîne d'autres, et les économies locales reprennent vie. De plus, la croissance de la défense permettra à l'industrie canadienne de renforcer ses connaissances et son expertise dans plusieurs domaines. La combinaison des leçons tirées de la construction d'équipements étrangers, de la relance économique et d'un afflux de personnel hautement qualifié favorisera la création de nouvelles entreprises ou projets. Sur la scène internationale, le Canada aurait l'occasion de se distinguer plus clairement des États-Unis en tant que concurrent industriel militaire et de détacher son industrie de défense de celle de son homologue américain, que le Canada a suivi en partenaire docile pendant des générations. Évidemment, cette voie pour l'avenir du Canada impliquerait aussi que le pays gagne pas mal d'argent. Cela signifierait aussi probablement que le Canada aurait un accès prioritaire à ses chaînes de production pendant son réarmement militaire. Enfin, dans un scénario où les États-Unis affaiblissent réellement des liens de sécurité majeurs, le Canada bénéficie d'un nouveau soutien géopolitique. Après tout, si le Canada était menacé, cette version nouvellement revitalisée et puissante de l'Europe risquerait de perdre son partenaire le plus important. Donc protéger le Canada, même contre l'Amérique, serait d'une importance capitale.
À l'inverse, l'Europe pourrait profiter de toutes sortes d'avantages grâce à un accord global avec les Canadiens, comme le Canada. Nous avons déjà mentionné le problème européen flagrant que cette proposition résoudrait, la dépendance de l'Europe à l'industrie militaire américaine. Il est difficile d'exagérer à quel point la dépendance envers les États-Unis est problématique pour l'Europe, malgré ses efforts pour afficher de bonnes relations avec Washington. L'Europe doit encore progresser en matière de réarmement. Mais même aujourd'hui, cela fait longtemps que l'Europe n'a pas agi aussi vite avec autant d'argent sur quoi que ce soit, à l'instar de n'importe qui d'autre. Les dirigeants européens expriment leurs craintes par leurs actions dans les affaires mondiales. Et, à en juger par leurs actions, les dirigeants européens considèrent la dépendance continue envers Washington comme une menace existentielle. Cela restera encore longtemps après que Donald Trump aura quitté la scène politique. Se tourner vers le Canada pour combler les lacunes, le temps que l'industrie européenne démarre, n'est pas idéal, mais c'est peut-être la meilleure option. L'Europe doit optimiser le temps disponible et éviter les risques inutiles. Les accords bénéficient aussi davantage à l'industrie européenne de l'armement. Même si certains responsables de la défense dédaignent l'idée que le Canada fabrique leur matériel, ils passent à côté de l'essentiel. Oui, le Canada aurait accès aux conceptions européennes, mais l'Europe gagnerait la capacité de reconstruire les forces armées du continent tout en s'appuyant sur des types de matériel entièrement sous le contrôle du continent. Certaines technologies américaines, comme le F-35, n'ont pas d'équivalent en Europe. Mais dans la plupart des domaines, l'Europe rivalise en qualité mais pas en quantité. Aucune solution n'existe sans élargir fortement la capacité de produire des conceptions européennes, et le Canada offre la voie la plus rapide et efficace pour cela. De plus, comme nous l'avons expliqué, le Canada est un moyen d'introduire de la flexibilité dans l'industrie européenne de l'armement qui risquerait autrement d'être surmenée et de fonctionner avec des marges très serrées. Même après une expansion spectaculaire, l'Europe peut compter sur le Canada pour la fabrication de composants à grand volume, mais relativement simples, qui occuperaient un espace précieux dans les usines européennes et à l'étranger. La production de systèmes d'armes des générations précédentes, tandis que l'Europe se concentre sur la recherche et le développement de pointe, domaine dans lequel elle excelle. D'un point de vue géopolitique, il ne suffit pas d'affirmer que le Canada est sans doute un meilleur partenaire que l'Amérique actuellement. En réalité, c'est l'une des meilleures options pour un pays ou un bloc partenaire. Au-delà des clichés sur la politesse canadienne, le Canada n'a pas les mêmes motivations géostratégiques que les États-Unis pour instrumentaliser ses relations de contrôle des armements. Le Canada n'est ni une superpuissance ni une grande puissance. À un niveau inférieur, il a ses ambitions géopolitiques, mais elles n'impliquent pas de pression sur l'Europe. Sur des sujets plus importants que le fonctionnement du hockey mondial, il n'y a aucun scénario où le Canada voudrait bientôt mener une expédition militaire à l'étranger et menace de ne pas envoyer d'armes à la France ou à la Grande-Bretagne à moins qu'elle n'approuve les actions du Canada. Concrètement, le Canada est encore plus à même de remplir le rôle d'exportateur de défense que les États-Unis. La fonte des glaces arctiques ouvre de nouvelles routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Canada peut transporter rapidement et en toute sécurité son matériel en Europe, même dans des conditions difficiles, comme les États-Unis. Ce qui signifie que l'Europe n'a pas vraiment de raison de s'attendre à une augmentation drastique des complications logistiques en passant à un nouveau fournisseur. Et tout comme cet arrangement aidera le Canada à s'assurer la protection de l'Europe, cet effort fonctionne dans les deux sens, surtout en ce qui concerne les affaires arctiques. L'Europe n'a pas encore assumé son rôle d'acteur majeur dans l'Arctique, tandis que le Canada est en passe de le devenir. Et tout ce que l'Europe peut faire pour garder le Canada de son côté aide l'Europe à prendre de l'avance sur ses problèmes de sécurité arctique avant qu'ils ne deviennent des obstacles persistants. Évidemment, aucun accord n'est jamais parfait et aucun arrangement géopolitique n'est jamais sans inconvénient. Après avoir présenté les arguments pour le Canada comme sauveur militaro-industriel de l'Europe, il nous reste une dernière tâche. Analyser cette proposition de fond en comble et essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Parmi tous les problèmes qui pourraient découler de ce processus, un se distingue nettement des autres. Mais même si l'Europe ou le Canada veulent croire qu'ils peuvent devenir indépendants de l'industrie de défense américaine, ce processus est bien plus compliqué que de simplement refuser d'acheter des machines de guerre américaines. Toute machine de guerre, navire, char, avion de chasse ou autre, reste au final un assemblage de milliers de pièces. Et toutes ces pièces ne proviennent pas forcément du pays qui contrôle le produit fini. Prenons un exemple américain, le F-35. Même si le F-35 est au final un avion américain, il est construit grâce à une chaîne d'approvisionnement véritablement mondiale où plus d'une douzaine de pays fournissent des composants via plusieurs milliers d'entreprises fournisseurs au total. C'est pareil pour la plupart des équipements européens.
Le Saab Gripen utilise des moteurs General Electric et des systèmes de survie Honeywell, tandis que l'Eurofighter dispose de systèmes de survie similaires, de systèmes de navigation par satellite américains et d'équipements avioniques de combat. Le Rafale français est le moins dépendant des États-Unis, mais il dépend toujours de sociétés américaines pour des composants électroniques et des capteurs. Mais même si cela signifie techniquement que ces conceptions restent vulnérables à Washington, peu importe le pays qui fabrique réellement le produit fini, un partenariat Europe-Canada améliore tout de même considérablement la situation. C'est un monde globalisé, et il peut être difficile d'éviter de dépendre des États-Unis pour quoi que ce soit. Pour l'instant, l'objectif commun de l'Europe et du Canada est de réduire cette proportion au maximum, même si elle ne peut disparaître totalement. L'abstinence n'est pas réaliste actuellement, mais la chaîne d'approvisionnement peut être améliorée. Prenez du recul, regardez l'ensemble. Un partenariat de défense comme celui décrit rend de nombreux équipements européens viables, ce qui ne serait pas possible autrement. Non pas par manque de qualité, mais parce qu'ils ne pouvaient être produits en nombre suffisant ni assez vite pour répondre à des besoins urgents. En aidant l'Europe à fabriquer plus souvent son propre matériel, le Canada contribue à rendre ce matériel directement compétitif face à l'Amérique. Ce qui signifie que l'Europe peut envisager de remplir ses arsenaux avec ses propres armes, et enfin en élargissant la gamme de composants que l'Europe et le Canada peuvent produire. Avec le temps, il sera plus facile de réduire la dépendance envers les États-Unis lors de la conception de nouveaux systèmes d'armes. Bâtissez une industrie de défense solide et diversifiée reliant l'Europe et le Canada pour que les chars et avions de chasse de demain dépendent moins de Washington que tous leurs prédécesseurs. Le problème suivant est l'ampleur des investissements nécessaires au Canada pour permettre cette revitalisation industrielle. Le secteur manufacturier canadien vaut environ 930 milliards de dollars américains. Le transformer selon les exigences européennes pourrait coûter des dizaines, voire des centaines de milliards supplémentaires. C'est de l'argent que le Canada n'a certainement pas à lui seul, ce qui signifie que le Canada ne serait pas en mesure de développer rapidement ses capacités et ensuite de les offrir à l'Europe. En revanche, l'Europe dispose de l'argent nécessaire pour investir dans une initiative de ce genre, si ses dirigeants pouvaient accepter une proposition aussi radicale. Rappelez-vous, l'Europe prévoit de dépenser environ 1250 milliards d'euros pour le réarmement au cours des 5 prochaines années seulement. Et selon les priorités de l'Europe, un investissement de cette ampleur au Canada était possible. Le problème, c'est que l'Europe compterait surtout sur la confiance envers le Canada et sa promesse implicite. Une fois tout l'argent engagé et la fusion des défenses canadiennes et européennes réalisée, l'Europe sera récompensée par le succès. Le problème, bien sûr, c'est que réorganiser l'industrie manufacturière d'un pays pour créer un complexe militaro-industriel à partir de zéro est vraiment compliqué. Surtout quand ce pays tenterait des actions inédites à l'échelle d'un secteur économique. Cela pourrait être un pari gagnant pour l'Europe, mais il est à juste titre difficile de faire même un pari gagnant si vous misez votre maison et toutes vos économies sans aucune garantie de succès. Il y a aussi des défis politiques à prendre en compte, notamment le fait que les dirigeants européens et canadiens pourraient être en sursis. L'actuelle génération de dirigeants des membres de l'OTAN en dehors des États-Unis, Mark Carney au Canada, Emmanuel Macron en France, Friedrich Merz en Allemagne, Donald Tusk en Pologne, et ainsi de suite, sont globalement alignés dans leur volonté de renforcer la défense européenne. Mais même si chacun d'entre eux semble avoir obtenu un sursis temporaire face à la montée des défis de la droite, en partie à cause de l'impact de Donald Trump sur la politique mondiale de droite, ces défis ont été retardés, non vaincus. Selon la situation, un changement politique au Canada ou dans une grande nation d'Europe pourrait faire capoter une initiative comme celle-ci, une fois lancée, à moins qu'elle n'ait prouvé sa valeur politique auprès de l'électorat, qu'elle ne se soit inscrite dans les lois et politiques nationales de façon irréversible, ou, idéalement, les deux. Même si l'Europe et le Canada concluaient un tel partenariat, il devrait là passer du temps à l'isoler et à le protéger des changements de dirigeants inévitables. Bien sûr, il faut aussi considérer les États-Unis. Malgré tout ce qu'on peut dire sur Donald Trump et son entourage à Washington, on ne pourrait pas affirmer cela. Qu'il resterait les bras croisés pendant que l'industrie américaine est menacée, ce qui signifie une menace sérieuse pour le complexe militaro-industriel américain, qui est aujourd'hui si lié à Washington qu'on pourrait dire qu'ils ne font qu'un. Le gouvernement américain, surtout actuellement, utilisera tous les moyens pour empêcher que les contrats d'armement européens partent ailleurs. Et étant donné que Donald Trump était déjà prêt à menacer d'annexer le Canada, il est difficile de savoir ce qu'il ne serait pas prêt à faire. Si le Canada menaçait la domination industrielle américaine dans la défense, l'ironie est qu'en collaborant massivement avec lui, l'Europe ferait exactement ce qu'elle affirme vouloir.
Il veut rompre la dépendance envers Washington, prendre la défense en main en Europe et s'assurer que Washington ne soit pas en position d'être un soutien pour des partenaires européens faibles et mal équipés. Mais la dure réalité de la position de Washington, c'est que s'il fait cette demande à l'Europe, il n'a pas son mot à dire sur la façon dont l'Europe mettra ces changements en œuvre. C'est la politique mondiale. Quand la réalité dérange, on l'écarte souvent. Mais en agissant ainsi avec le Canada, l'Europe accepterait une confrontation avec Washington. Et même s'il faut saluer le fait que l'Europe trouve enfin du courage, les risques de cette confrontation pourraient ou non valoir la récompense. Enfin, un alignement de ce type entre le Canada et l'Europe constituerait un changement géostratégique pour le monde entier. Même si le Canada et l'Europe étaient déjà alignés sous l'égide de l'OTAN. Une Europe qui a vraiment trouvé ses marques en matière militaire, tout en réussissant à rompre sa dépendance à l'égard de Washington, est une superpuissance mondiale. C'est indéniable, et même si le Canada ne ferait techniquement pas partie de cette superpuissance, il en profiterait quand même. Une Europe surpuissante, main dans la main avec le Canada, constituerait une menace majeure pour la Russie, un contrepoids à la Chine et un rival potentiel pour l'Amérique néo-MAGA post-Trump. Tout cela à un moment où la compétition dans l'Arctique va s'intensifier, et une Europe alliée au Canada sera un acteur clé dans cette région du monde. Il est impossible de prédire précisément comment cela changerait l'équilibre géopolitique mondial, surtout que ce processus prendra la majeure partie d'une décennie. Impossible de prévoir d'éventuels changements d'ici là. Mais en suivant les étapes que nous avons décrites, l'Europe et le Canada s'engageraient dans une aventure audacieuse vers un territoire inconnu, sans aucune garantie que cette aventure leur sera bénéfique au final. Bien sûr, c'est pour cela que nous jouons avec de telles hypothèses sur Warfronts, non parce qu'elles vont forcément arriver, mais parce qu'elles pourraient arriver. Et en comprenant comment des décisions comme celle-ci pourraient changer le monde, nous pouvons mieux comprendre les changements qui se produisent à travers le globe. S'associer au Canada et investir dans une industrie de défense canadienne de calibre mondial, et l'Europe aurait une chance de revitaliser l'objectif du réarmement à un moment où cet objectif s'est devenu plus important pour l'Europe que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Choisir une autre voie au Canada pourrait sembler anodin pour l'Europe, mais exploiter pleinement le potentiel canadien. Et le partenaire transatlantique discret de l'Europe pourrait être la clé d'un tout nouveau monde. Merci d'avoir regardé.